Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder La Voix Sainte TV. Les titres de cette édition. Explosion de joie à Harare après la démission de Robert Mugabe. Le Zimbabwe vit une nouvelle ère de son histoire. Délestage, l'Afrique du Sud lutte contre le vol de cuivre. Ligue des champions, le Real qualifié, l'AS Monaco humilié. Bonjour à tous. À Prague, en République tchèque, une centaine d'évangélistes universitaires de 35 pays européens se sont retrouvés début novembre pour la conférence annuelle du réseau d'évangélistes en milieu universitaire. Objectif, encourager la proclamation publique de l'évangile dans les universités d'Europe. Explication, Jean-Jacques Denis. L'événement a eu lieu dans un bateau péniche au centre de Prague, comme le rapporte l'article paru le 21 novembre 2017. Les organisateurs liés au mouvement international des groupes bibliques universitaires, en abrégé IFES, ont proposé des formations d'évangélistes en milieu universitaire chevronnés tels que Michael Green ou Bucky Mel Piper et la possibilité de tisser des liens avec d'autres engagés dans le même ministère. Un des buts de Fellow of Evangelists in University across Europe est d'encourager les étudiants à organiser des missions d'évangélisation sur leur campus. Au début du réseau, lancé par Lindsey Brown, ancien secrétaire général de l'IFES, 9 ans auparavant, de telles semaines d'évangélisation n'avaient eu lieu qu'en Grande-Bretagne. En 2017, les participants en ont recensé dans leurs nombreux pays européens. 7 missions sont prévues en Biélorussie et 7 en Albanie par exemple. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, en collaboration avec la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, organise un séminaire bilan diagnostic du secteur de l'artisanat. Alain Boisbré pour le commentaire. Un séminaire bilan diagnostic du secteur de l'artisanat et de la promotion des PME se tiendra les 23 et 24 novembre 2017 à Abidjan. Cette rencontre à caractère participatif devra regrouper l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat. Il a pour objectif principal l'élaboration d'un plan stratégique de développement du secteur en vue d'améliorer les performances du secteur. L'artisanat est confronté à plusieurs contraintes majeures qui annihilent tout effort de développement. L'atelier introductif sera consacré à la présentation générale des contraintes majeures qui entravent le développement du secteur en vue d'aboutir à des conclusions et recommandations. Il s'agira de mettre un accent particulier sur la promotion du label Côte d'Ivoire, la transformation des produits agro-industriels, la préservation de l'environnement et la valorisation du secteur. En marge de ce séminaire, il est prévu une mini-exposition de certains produits de l'artisanat. Le président Faure Gnassingbé était à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur divers sujets relatifs au bon fonctionnement des deux pays. Commentaire Nadia Eonoud. Le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara a échangé ce lundi 20 novembre 2017 au palais de la présidence de la République avec le président de la République togolaise Faure Gnassingbé, arrivé à Abidjan à la mi-journée pour une visite d'amitié et de travail. Le président Alassane Ouattara a dit sa joie d'accueillir son frère et ami, le président Faure Gnassingbé, chez lui à Abidjan. Alassane Ouattara a ajouté avoir passé en revue avec son homologue togolais, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de la gouvernance de la CEDEAO, la situation dans les différents pays de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Il a par ailleurs souligné que l'entrevue a été l'occasion pour le président de la République togolaise de confirmer sa participation effective au sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan. Le président Faure Gnassingbé a pour sa part précisé être venu à Abidjan en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO et cela en prévision du prochain sommet de cette organisation sous-régionale qui aura lieu le 16 décembre 2017 à Lomé. En outre, la question de l'élargissement de la CEDEAO à d'autres pays qui en ont fait la demande a également figuré, selon le président de la République togolaise, au menu des échanges avec le chef de l'État ivoirien, tout comme la situation sécuritaire qui prévaut au Sahel.
L'Afrique doit changer des paradigmes de production de ses richesses végétales et animales si elle veut être un partenaire fiable et un marché viable pour le bonheur de ses populations. France Conan. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement BAD, conférencier principal du Salon international de l'agriculture et des ressources animales à Sahara 2017, qui a débuté le 17 et qui prendra fin le 26 novembre prochain, a annoncé que son institution va investir sur une période de 10 ans 24 milliards de dollars, soit 13 200 milliards de francs CFA dans l'agriculture africaine. Pour nourrir les Africains et avec ses potentialités mieux exploitées, ces 65 terres arables nourries d'ici 2050, 9 milliards de personnes dans le monde. La Banque africaine de développement entend offrir une nouvelle vision à l'agriculture. Reste le défi du contrôle des prix par la transformation. L'industrie du bois des pays du continent qui exploitent les forêts produit déjà 10 millions de réfugiés climatiques. Il faut donc que la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui pèsent à eux deux 75% de l'offre mondiale des fèves de cacao, puissent fixer les prix et retirer les dividendes économiques importants des ventes du cacao de sorte à le transformer en chocolat. D'autant plus qu'aujourd'hui, plus de 100 milliards de dollars de recettes, seuls 2% vont à l'Afrique et 90% tombent dans l'industrie et les transformations. Les coupures d'électricité sont récurrentes et inédites depuis septembre dernier à Johannesburg. 60% du centre-ville plongé dans le noir pendant 10 jours et même 15 jours pour certains pâtés de maisons. Raison principale, le vol de cuivre. Ibo Marius pour le commentaire. À Johannesburg, les coupures d'électricité sont courantes, des feux de circulation en panne, la faute au vol de plus en plus fréquent de 17 000 km de câbles d'électricité souterrains de la ville. La raison principale, le cuivre dont le cours s'est envolé ces dernières années. Une panne spectaculaire a paralysé le centre-ville de Johannesburg début septembre après le vol de 32 km de câbles en une nuit. La faute au vol des câbles de cuivre souterrain, une vraie gangrène à Johannesburg. Sol Masolo est manager général de la compagnie d'électricité City Power. Les vols deviennent un gros problème à cause du prix du cuivre. Des mesures drastiques ont été prises, notamment la mise en place de nouvelles technologies, des caméras de surveillance installées, le changement de certains câbles en cuivre par de l'aluminium. Une unité d'investigation spéciale a aussi été créée. Résultat, 22 arrestations cette année et des moyens décuplés comme une patrouille aérienne toutes les nuits pour surveiller les entités des tunnels. Une lutte qui a un coût, 5% du budget de la compagnie, soit environ 4,5 millions d'euros. Au Zimbabwe, c'est un grand ouf de soulagement pour le peuple qui a explosé de joie à la démission du président Robert Mugabe. C'est une nouvelle page qui se tourne ainsi pour ce pays. À l'issue de 37 ans de règne, le régime du président Robert Mugabe a pris définitivement fin ce mardi 21 novembre. Plutôt que de se voir destitué par le Parlement, le président Robert Mugabe a finalement choisi de démissionner de son propre chef. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. Le départ de celui que l'on surnomme le Vieux Lion s'est fait de manière pacifique. Dans les rues d'Harare, la capitale, la nouvelle s'est répandue rapidement, entraînant des scènes de liesse. Un grand soulagement pour les Zimbabwéens. Je suis si heureuse. Nous avons été délivrés. Je suis contente pour notre génération et pour nos enfants. C'est un nouveau départ. En 1980, quand je suis né, Mugabe était déjà au pouvoir. 3 générations après, Mugabe était toujours au pouvoir. Tout le monde a souffert à cause de Mugabe qui n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle indépendance. Ce 21 novembre marque donc un tournant dans l'histoire du Zimbabwe. Mais une question reste en suspens. Qui va donc remplacer le président Robert Mugabe? Pour l'heure, c'est l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre dernier pour déloyauté, qui a été désigné pour assurer la présidence par intérim pour 90 jours. Toujours au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa pourrait succéder à Robert Mugabe en attendant de nouvelles élections.
Portrait de celui dont la chute a entraîné celle du plus vieux chef d'État au monde. Ibo Marius pour le commentaire. La chute de Robert Mugabe est la conséquence directe de celle de son vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé avec effet immédiat le 6 novembre dernier. Et dimanche 19 novembre 2017, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a été propulsé à la tête du tout-puissant parti au pouvoir, la ZANU-PF. Après l'éviction de son fondateur, Robert Mugabe, il a été désigné dans la foulée candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement organisée en 2018. En exil depuis son éviction, Emmerson Mnangagwa est rentré ce mercredi à Harare pour occuper le poste de la présidence du pays, lui qui fut un pilier du régime Mugabe, tour à tour ministre de la Justice, des Finances, du Logement, de la Défense et vice-président à partir de 2014. Emmerson Mnangagwa n'est en effet pas connu pour sa magnanimité, et bien au contraire, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de crocodile. Né le 15 septembre 1942 dans le sud-ouest d'un Zimbabwe, alors britannique et appelé Rhodésie, le jeune Emmerson a grandi en Zambie. Fils d'un militant anticolonialiste, il rejoint au milieu des années 1960 les rangs de la guérilla indépendantiste contre le pouvoir colonial. Quand Mnangagwa a 17 ans, Mugabe l'envoie en Chine pour former le noyau de l'armée de la ZANU-PF, la ZANLA. Mnangagwa revient en Rhodésie, participe à l'organisation d'un sabotage de voies ferrées et au meurtre d'un fermier blanc. Il est arrêté, condamné à mort et gracié parce qu'il est mineur. Il se retrouve en prison avec Mugabe où ils vont passer 5 ans ensemble. Emmerson Mnangagwa a été l'un des premiers compagnons de route de Robert Mugabe, occupant une position stratégique au moment de l'indépendance de la colonie britannique en 1980. À cette époque, Emmerson Mnangagwa est nommé chef du service des renseignements. En 1983, il est à la manœuvre de la brutale répression contre des opposants. Le bilan n'a jamais été confirmé, mais elle aurait fait environ 20 000 morts. Il était l'homme de la répression dans les années 80, assure Florent Gill, responsable Afrique de la Fédération des droits de l'homme FIDH. En 2008, Emmerson Mnangagwa est chargé des élections auprès du président et dirige les fraudes et les violences qui permettent à Robert Mugabe de conserver le pouvoir malgré sa défaite au premier tour. Des centaines d'hommes armés et munis d'au moins un blindé bloquaient mardi soir le centre de Lugansk, une capitale des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Notre commentaire. Armés de Kalachnikov, ces hommes sans insigne mais portant un ruban blanc autour du bras et dont certains avaient des visages cagoulés ont bloqué toutes les rues autour des parlements et gouvernements de la République autoproclamée de Lugansk ce mardi 21 novembre 2017 pour les véhicules et les piétons. Cet incident intervient au moment où un bras de fer oppose le président de la Lugansk, Igor Plotnitsky, à son ancien ministre de l'Intérieur, Igor Kornet. Monsieur Plotnitsky a limogé lundi M. Kornet à la suite de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre ce dernier selon le service de presse de la présidence de la Lugansk. Mardi, M. Kornet a pourtant démenti son limogeage dans un communiqué publié par l'agence officielle séparatiste. Peu après, le président Plotnitsky a affirmé que la déclaration de son adversaire était infondée et sans valeur juridique. Pour rappel, les deux régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine ont été en 2016 le théâtre de plusieurs attentats de purge dans les instances dirigeantes et selon les autorités rebelles de Lugansk d'une tentative de putsch. Refermons cette grande édition par une page sportive. Soirée réussie pour le Real de Madrid et Manchester City qui ont validé leur qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. France Conan pour le commentaire.
Triste fin de parcours en revanche pour Monaco, balayé par Leipzig et éliminé de toutes les compétitions européennes. Ce mardi 21 novembre 2017, l'AS Monaco s'est lourdement incliné à domicile face à Leipzig 4-1. C'est fini pour l'AS Monaco en Ligue des Champions. Timo Werner a inscrit un doublé pour les Allemands dans les 10 premières minutes. Malgré la tête de Falcao, les Monégasques finissent derniers de la poule. Ils ne seront même pas reversés en Ligue Europa. Les Bekista, grâce à son nul à Porto, est qualifié pour les 8e. Cristiano Ronaldo est tout souriant sur la pelouse de l'APOEL Nicosie. Les joueurs du Real ont balayé les Chypriotes 6-0 avec 2 buts de l'attaquant français Karim Benzema et un doublé du ballon d'or portugais Cristiano Ronaldo. Le Real se qualifie mais finit 2e de sa poule derrière Tottenham. Début novembre, les Londoniens s'étaient largement imposés face aux Merengues. Nicosie et Dortmund sont définitivement hors course. Dans le groupe E, Liverpool et Séville se sont neutralisés 3-3. Avec le Spartak à 6 points, il faudra attendre la dernière journée pour connaître les qualifiés. Et enfin, dans le groupe de Manchester City, les Anglais sont assurés de finir premier de leur poule. Naples, 3e, reprend espoir grâce à sa lâche victoire 3-0 sur le Shakhtar Donetsk. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.